Ils ont vendu lui pour ferraille une frissonnante chose brisée avec un sale sac en toile de jute attaché autour de sa tête, frappé dans la boue d'un marché d'esclaves. L'étiquette de prix 5 pièces de cuivre, le prix d'un pain de pain rassis. Tout le monde a ri quand Ivy, une affamée fille Oméga avec rien à son nom, a vidé ses poches pour sauver lui. Ils ont appelé elle une folle. Ils ont dit la bête était sans valeur, mais ils ne savaient pas ce qui était sous ce sac. Ils ne savaient pas qu'elle n'avait pas juste acheté un chien, elle avait acheté un roi. Et 3 mois plus tard, quand le sac est parti et la lune s'est levée, le rire s'est arrêté pour toujours. Lieu, le district de Fair Secteur extérieur 4. Date, 14 novembre. Météo, pluie verglaçante. La pluie dans le district de Fair ne lavait pas les choses propres. Elle rendait juste la crasse plus lisse. C'était un mardi glacial quand Ivy Thorne s'est trouvée marchant le périmètre du marché d'esclaves de Blackwood. Elle n'était pas là pour acheter. Omégas comme Ivy n'achetaient pas. Ils survivaient. Elle avait 22 ans, de petite stature avec des cheveux de la couleur de la paille mouillée et des yeux qui étaient perpétuellement baissés. Dans la hiérarchie des meurtres, elle était un fantôme, une oméga sans meurtre, vivant sur les restes laissés par les gangs de loups dominants qui dirigeaient la ville. Elle avait 6 pièces dans sa poche. C'était son budget nourriture pour la semaine. « Bouge-toi, ordure !» Un vendeur a crié, poussant une caisse de pièces automobiles rouillée devant elle. Ivy a gardé sa tête baissée, serrant son mince manteau plus fort. Elle se dirigeait vers l'étal du boulanger quand un son l'a arrêtée. Ce n'était pas un grognement. Ce n'était pas un aboiement. C'était un gémissement, si brisé et creux que cela semblait humain. Elle a regardé vers le bord du marché près du fossé de drainage où les marchands d'animaux exotiques illégaux s'installaient. Une foule de chicaniers à l'air rude était rassemblée autour d'une cage en bois riant. Rogne inutile. La voix d'un homme a résonné. C'était Grist, un trafiquant notoire connu pour vendre des loups errants pour des combats de Philemon. Regarde-le, ne se bat pas, ne mange pas, juste tremble. Ivy s'est approchée, regardant à travers les trous dans la foule. À l'intérieur de la cage, gisant dans une flaque d'huile et de boue, était une créature. Elle était formée comme un loup, mais elle était émaciée, ses côtes menaçant de percer à travers sa fourrure noire emmêlée. Mais la partie la plus horrible était de la tête. Un épais et sale sac en toile de jute était attaché autour du cou de la créature avec de la ficelle grossière, la rendant complètement aveugle. Le sac était taché de vieux sang. Grist a frappé la cage du pied. La créature a tressailli, mais n'a pas fait de bruit. 5 pièces, Grist a craché, regardant la foule. Je suis fatigué de gaspiller de l'espace de cage. 5 pièces de cuivre pour la viande. Prenez-la et dépecez-la. Je m'en fiche. La foule a ri. Ne vaut pas le travail du couteau pour la dépecer, Grist. Quelqu'un a interpellé. C'est déjà mort. Ivy a senti une étrange attraction dans sa poitrine. C'était l'instinct d'Oméga, le besoin de nourrir, le besoin de guérir. Mais c'était plus aigu que d'habitude. C'était une douleur physique. Elle a regardé les pattes tremblantes de la créature. Elles étaient massives. Même dans cet état affamé, la structure osseuse était lourde dense. Avant que son cerveau ne puisse l'arrêter, ses pieds ont bougé. Elle est entrée dans le cercle. « Je le prendrai », Ivy a murmuré. Le rire s'est éteint, remplacé par des murmures confus. Grist a regardé en bas vers elle, ses yeux se rétrécissant. « Toi, tu as l'air de n'avoir pas mangé en une semaine toi-même, fille. »« J'ai 5 pièces, » Ivy a dit, sa voix tremblante, mais sa main ferme alors qu'elle tendait les pièces de cuivre. C'était tout ce qu'elle avait. Pas de pain, pas de chaleur pour le chauffage, juste 5 pièces. Grist a arraché les pièces de sa paume avec un ricanement. Vendu. Pas de remboursement quand il meurt dans l'allée. Il a déverrouillé la cage et a saisi la créature par la nuque, la traînant dehors. Le loup s'est effondré dans la boue. Il était lourd, bien plus lourd qu'il n'y paraissait. Sors-le d'ici avant que je ne change d'avis et ne le transforme en colle.
Grist a aboyé. Ivy s'est agenouillée dans la boue. Elle n'a pas atteint le sac. Elle n'a pas essayé de le caresser. Elle a simplement murmuré « Je t'ai. Tu es en sécurité maintenant. » Elle a enroulé ses bras autour du torse haletant de la créature. Ça sentait la pourriture et le fer. Le loup s'est figé. Pendant une seconde, la foule est devenue silencieuse, attendant que la bête lui brise le cou. Mais ça ne l'a pas fait. Il s'est penché vers elle juste une fraction. Avec une force qu'elle ne savait pas posséder, Ivy a soulevé le loup. Il était un poids mort, ses jambes traînant, le sac sur sa tête ballottant à chaque pas. Elle l'a traîné loin du marché, loin des rires, et vers les bidonvilles du secteur 4. Elle avait payé 5 pièces pour une condamnation à mort, ou c'est ce qu'elle pensait. Elle ne savait pas qu'elle traînait une bombe nucléaire dans son salon. Lieu, appartement d'Ivy, niveau sous-sol, temps 2 heures plus tard. Le descendre les escaliers était un cauchemar. Ivy transpirait et était couverte de boue au moment où elle a traîné le loup sur le tapis dans son minuscule appartement d'une pièce. C'était un endroit morne. Mur en béton, un seul matelas et une plaque chauffante, mais c'était chaud. Le loup gisait haletant sur le tapis. Maintenant qu'ils étaient sous la lumière crue d'une seule ampoule, Ivy pouvait voir l'étendue des dégâts. Sa fourrure était emmêlée de goudron. Il y avait des marques de fouette sur ses flancs, mais le sac devait partir. « Je vais enlever ceci », Ivy a dit doucement. Elle a bougé lentement, prenant une paire de ciseaux de cuisine. « Ne me mords pas, d'accord? Je t'aide juste. » Le loup est resté immobile. Ivy a soigneusement glissé la lame des ciseaux sous la ficelle à son cou. La corde était enfoncée profondément dans la fourrure, presque incrustée dans la peau. Quiconque avait mis ceci sur lui n'a jamais eu l'intention que ça s'enlève. Coup de ciseau. La ficelle a cédé. Ivy a doucement décollé le tissu de jute de sa tête. Elle a haleté, laissant tomber les ciseaux. Le visage du loup était une ruine de cicatrices, mais ce n'était pas ce qui l'a choqué. C'était de la muselière. Une lourde muselière en fer était serrée autour de son museau verrouillé avec un mécanisme qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Ça avait l'air de qualité militaire et ses yeux. Quand il les a ouverts, Ivy a arrêté de respirer. Ils n'étaient pas le jaune ou le brun d'un loup normal. Ils n'étaient même pas le bleu d'un bêta de haute naissance. Ils étaient or liquide fondu avec des éclats de cramoisi. Ils étaient les yeux d'un alpha, mais pas n'importe quel alpha. C'était le regard d'un prédateur qui avait mangé d'autres prédateurs. Il l'a regardé. Pendant un long moment, la minuscule Oméga et le massif loup brisé se sont juste regardés. « Qui t'a fait ça? » Elle a murmuré, tendant une main tremblante. Le loup a tressailli un grondement sourd vibrant dans sa poitrine. Ce n'était pas de l'agression, c'était un avertissement. « Je suis dangereux », il semblait dire. « Je n'ai pas peur », Ivy a menti. Elle a touché son front. La chaleur émanant de lui était intense. Il brûlait de fièvre. « Je ne peux pas enlever la muselière », elle a dit en examinant la serrure. « Je n'ai pas la clé, mais je peux te faire de la soupe. Tu peux laper le bouillon par les côtés. » Cette nuit-là, Ivy n'a pas dormi. Elle a passé 6 heures à nettoyer ses blessures avec de l'eau tiède et des chiffons. Elle lui a donné du bouillon avec une cuillère, le faisant couler à travers les interstices de la muselière en fer. Chaque fois qu'elle le touchait, elle sentait un choc statique, un bourdonnement d'électricité qui lui faisait dresser les cheveux sur la tête. Elle l'a nommé Silas. Cela signifiait forêt ou bois. Cela semblait juste. Il se sentait comme quelque chose de sauvage qui avait été en cage. Au matin, la fièvre était tombée. Ivy s'est endormie sur le sol à côté de lui, sa main reposant sur sa patte massive. Quand elle s'est réveillée, elle s'est trouvée couverte d'une couverture qu'elle n'avait pas utilisée. Elle s'est assise, clignant des yeux. Silas la regardait du coin de la pièce. Il n'avait pas changé en forme humaine. Il semblait bloqué dans sa peau de loup, mais ses yeux étaient clairs. Et pour la première fois, le regard doré n'était pas rempli de douleur. Il était rempli de calcul. Il l'avait regardée dormir. Il l'avait couverte. Ivy a souri. Un sourire faible, fatigué.
Matin, Silas, il a fait un bruit, un son qui semblait suspectement comme un salut. Mais Ivy n'a pas remarqué l'ombre à l'extérieur de sa fenêtre de sous-sol. Elle n'a pas remarqué l'homme au sombre trench coat regardant depuis la rue, parlant dans une radio. Sujet localisé, l'homme a murmuré. L'oméga à l'atout. Initié phase 2. Chronologie mois 2. Statut. Le secret devient trop grand pour cacher. Le changement est arrivé vite. Trop vite. Dans le premier mois, Silas n'a rien fait d'autre que dormir et manger. Ivy a pris des quarts de travail supplémentaires à laver la vaisselle dans un restaurant pour se permettre la viande dont il avait besoin. Et il avait besoin de beaucoup de viande. Au deuxième mois, la créature émaciée qu'elle avait traînée dans la boue était partie. À sa place était un monstre. Silas avait triplé de taille. Sa fourrure, autrefois terne et inégale, était maintenant un épais noir de jet lustré qui semblait absorber la lumière. Quand il se tenait sur ses 4 pattes, sa tête atteignait la poitrine d'Ivy. La muselière en fer était toujours sûre. Ivy avait tout essayé, des crochets de serrurier à une scie à métaux, mais le métal était imperméable aux rayures. Mais Silas avait appris à écraser la nourriture contre le sol pour l'adoucir suffisamment pour la sucer à travers la grille. Il était intelligent, terrifiant de sorte. Il comprenait l'anglais parfaitement. Il savait quand Ivy était triste. Il savait quand le propriétaire venait pour le loyer et il se cachait dans la salle de bain silencieux comme une ombre. Mais le quartier remarquait. Tu ne peux pas cacher un loup de la taille d'un poney pour toujours. C'était un vendredi soir quand le problème est venu frapper. Spécifiquement, les Copperheads. Les Copperheads étaient un gang de changeurs de bas, niveau qui extorquait de l'argent de protection aux Oméga du secteur 4. Leur chef était une brute nommée Brent, un homme qui aimait son travail un peu trop. Ivy comptait ses pourboires sur la table quand la porte a été enfoncée. Le bois s'est brisé et Brent est entré en fanfaronnant, suivi de 2 laquais. Ivy, petite fleur, Brent a ricané, ses dents jaunes. Tu es en retard sur la taxe de protection. J'ai payé la semaine dernière, Ivy a dit, se levant. Elle a jeté un coup d'œil nerveux à la porte de la salle de bain qui était légèrement entr'ouverte. Je n'ai rien d'autre. Tu as cet appartement, Brent a dit, regardant autour. Il a ramassé un cadre photo et l'a brisé sur le sol. Et j'entends que tu as acheté beaucoup de viande dernièrement. Coupe de première qualité. Si tu peux te permettre du steak, tu peux te permettre moins. Brent a avancé, saisissant Ivy par les cheveux. Elle a crié. Lâche. Peut-être nous prenons paiement en échange. Brent a murmuré se penchant près de son cou. Boum. La porte de la salle de bain ne s'est pas juste ouverte. Elle a explosé de ses gonds. Un flou noir s'est lancé à travers la pièce. Il a frappé le premier laquais avec la force d'un train de marchandises. Il y a eu un craquement écœurant et l'homme a été projeté contre le mur de béton, s'écroulant instantanément. Brent a lâché Ivy, trébuchant en arrière. Qu'est-ce que le diable? Silas s'est tenu entre Ivy et les membres du gang. Il était massif, ses poils hérissés, remplissant la moitié de la pièce. La muselière en fer lui donnait une apparence démoniaque comme un chien tout droit sorti de l'enfer. Un grognement mécanique bas a émané de sa gorge, vibrant à travers les planches de plancher. Un animal de compagnie? Brent a ri nerveusement, tirant un cran d'arrêt. « Tu penses qu'un chien me fait peur? » Brent a bondi. C'était une erreur. Silas n'a pas esquivé. Il a attrapé la main au couteau avec sa patte. Ses griffes étaient de la taille de couteau à steak et ont balayé. Brent a crié alors que son bras était déchiré. Silas n'a pas arrêté. Il a épinglé Brent au sol, son poids massif écrasant l'air du chef de gang. La muselière en fer a claqué sur le visage de Brent, lui cassant le nez avec un craquement humide. Le laquais restant s'est précipité hors de la porte, terrifié. Silas s'est tenu au-dessus de Brent, ses yeux dorés brûlants. Il a regardé en arrière Ivy. Il attendait un commandement. « Tue-le !» Les yeux ont demandé. « Est-ce que je le finis ?» Ivy tremblait, pressée contre le mur.
Elle a vu la violence, mais elle a aussi vu la loyauté absolue, inébranlable. Il n'était pas un monstre, il était son monstre. « Laisse-le partir, Silas », Ivy a murmuré. « Laisse-le partir. » Silas a reniflé en descendant de Brand. Le chef de gang s'est précipité en arrière, saignant et terrifié, et a couru dans la nuit. Ivy s'est effondrée à genoux. Silas était là instantanément, frottant son visage avec son museau de fer, faisant de doux gémissements. Il l'a vérifié pour des blessures léchant l'endroit où Brand avait tiré ses cheveux. « Je vais bien. » Elle a sangloté, enfouissant son visage dans son cou. « Je vais bien. » Mais elle n'allait pas bien parce que, alors qu'elle le tenait, elle a senti quelque chose craquer. La muselière en fer. La force de l'impact avec le visage de Brand avait fait ce qu'une scie à métaux ne pouvait pas. Une fissure capillaire était apparue sur la serrure. Et sous la fourrure, Ivy a senti quelque chose bouger. Ses os grinçaient. Sa température montait en flèche à nouveau. « Silas ?» Elle a demandé reculant. Il l'a regardé, ses yeux s'écarquillant de panique. Il l'a poussé avec son nez. Il s'est retiré dans le coin de la pièce, se tordant de douleur. « Qu'est-ce qui se passe ?» Ivy a pleuré. C'était la marque des 3 mois. Les drogues que les esclavagistes avaient utilisées pour le maintenir en forme de loup s'estompaient. La muselière se brisait et l'homme à l'intérieur sortait. Lieu. Appartement au sous-sol d'Ivy. Temps. Le milieu de la nuit. Le son dans l'appartement du sous-sol n'était pas humain et ce n'était pas animal. C'était le son viscéral humide de la biologie étant violemment réécrite. Ivy s'est pressée dans le coin le plus éloigné de la pièce, ses mains plaquées sur ses oreilles, des larmes coulant sur son visage. Silas, la créature qui venait de lui sauver la vie, avec une efficacité létale, se déchirait au centre de la pièce. La drogue que Grist et les esclavagistes utilisaient était une concoction nauséabonde connue dans les rues sous le nom de serrure d'argent. Elle était conçue pour supprimer le gène de changeur piégeant un loup-garou dans quelle que soit la forme dans laquelle ils étaient actuellement. Elle était chère, dangereuse et agonisante quand elle s'est dissipée brusquement. Silas se débattait, ses pattes massives frappant l'air, ses griffes creusant de profondes ornières dans le sol en béton. Sa colonne vertébrale s'est arquée à un angle impossible. Le craquement d'os se brisant et se reformant a résonné comme des coups de feu dans le petit espace. Mais le pire était la muselière. Alors que son crâne commençait à se remodeler, s'étendant et se contractant dans les affres du changement, le masque de fer est devenu un appareil de torture. Il ne s'étirait pas. « Silas, arrête! Tu te blesses !» Ivy a crié, bien qu'elle savait qu'il ne pouvait pas l'entendre par-dessus le rugissement de son propre sang. Il a poussé un mugissement étranglé qui a secoué l'unique ampoule au-dessus jusqu'à ce qu'elle vacille et meure, plongeant la pièce dans une obscurité presque totale. La seule lumière venait du lampadaire à l'extérieur de la haute fenêtre du sous-sol, coupant un rectangle argenté à travers le sol. Dans cette tranche de lumière, Ivy l'a vu arriver. Silas a frappé sa tête contre le sol 1 fois, 2 fois, avec une force suicidaire. La fracture capillaire que le visage de Brand avait causée s'est élargie. Crac. Le son était assourdissant. Le mécanisme de verrouillage de la muselière en fer de qualité militaire s'est brisé. Le métal a crié contre le métal et la lourde cage est tombée de son visage en cliquetant sur le béton. Le silence est tombé sur la pièce, rompu seulement par des respirations rauques et haletantes. Ivy n'a pas bougé. Elle ne pouvait pas. L'air dans la pièce avait changé. Il est devenu lourd, chargé d'électricité statique, plus épais que l'humidité avant un orage. C'était l'odeur d'un pouvoir pur, non altéré, d'aiguille et de pain, d'ozone et de quelque chose d'ancien comme la pierre froide. La forme massive de loup noir a semblé fondre dans l'ombre. La fourrure s'est retirée, le museau a raccourci. La créature sur le sol a grandi, les membres s'étirant. Des minutes ont passé. Finalement, la figure sur le sol a bougé. Une main s'est tendue dans la tranche de clair de lune. Ce n'était plus une patte. C'était une main d'homme,
grande cicatrisée, avec des jointures larges et enduites de sang séché de la lutte. Lentement, douloureusement, l'homme s'est relevé. Il s'est assis sur ses genoux, son dos à Ivy, ses épaules haletantes. Même assis, il était immense. Son dos était un paysage de muscles et de vieilles cicatrices, une tapisserie de violence. Il a tourné sa tête lentement, regardant par-dessus son épaule vers le coin où Ivy était recroquevillée. Le souffle s'est bloqué dans la gorge d'Ivy. C'était le visage d'un roi ruiné, des pommettes hautes taillées dans le granit, une mâchoire assez aiguisée pour couper du verre, et des cheveux de la couleur d'une aile de corbeau qui pendaient humide de sueur sur son front. Une épaisse barbe foncée couvrait sa mâchoire, cachant certaines des cicatrices qui sillonnaient sa peau. Mais ce furent les yeux qui la paralysèrent. Ces mêmes yeux dorés fondus avec des éclats de feu cramoisis. Ils n'étaient plus animalistiques, mais ils n'étaient pas moins prédateurs. Ils étaient farouchement intelligents, brûlants d'un mélange d'agonie, de rage et d'une prise de conscience naissante. Il a regardé Ivy, l'a vraiment regardé, non pas comme une source de nourriture ou de réconfort, mais comme une personne. Il a essayé de parler, mais sa voix était une épave de désuétude. Elle est sortie comme un raclement dur et grinçant, comme des pierres tombant dans un mélangeur. Oh, c'était un commandement, pas une requête. Un commandement d'alpha. Ivy s'est précipitée, ses jambes tremblant si fort qu'elle a failli tomber. Elle a attrapé une tasse en étain, l'a remplie du robinet avec des mains tremblantes et l'a approchée lentement, comme on pourrait approcher une bombe non explosée. Elle a tendu la tasse. Il ne l'a pas prise immédiatement. Il a regardé sa petite main, puis son visage. L'intensité de son regard lui a donné envie de tomber à genoux en soumission. Il émettait une aura d'alpha si puissante qu'elle faisait miroiter l'air. Il a pris la tasse, ses grands doigts effleurant les siens. La décharge d'électricité était plus forte maintenant, un claquement physique qui l'a fait haleter. Il a vidé la tasse en une gorgée et l'a laissée tomber. Elle a claqué bruyamment. « Où suis-je? » Il a râpé, sa voix devenant plus forte à chaque mot. « Secteur 4, le district de fer, » Ivy a murmuré. Il a regardé autour de la pièce sordide, les murs humides, le seul matelas, la plaque chauffante bon marché, sa lèvre retroussée dans un grognement qui était terrifiant humain. « Combien de temps? » il a demandé. « 3 mois, Ivy a dit, trouvant son courage. « Je t'ai acheté il y a 3 mois. » Les yeux dorés se sont légèrement écarquillés. « Acheté? » Au marché de Blackwood de Grist, il a dit que tu étais de la ferraille. J'ai payé 5 pièces. L'homme a laissé échapper un son qui était moitié rire, moitié aboiement. C'était un son amer, terrifiant. 5 pièces, il a marmonné, regardant ses mains. Le prix d'un roi est de 5 pièces de cuivre. Il a regardé de nouveau vers Asile et l'intensité de son regard s'est adoucie juste une fraction. Tu as enlevé le sac. Oui, tu m'as nourri. Tu as nettoyé les plaies sous cette chose. Il a fait un geste vers la muselière cassée sur le sol. Oui, il s'est lentement levé. Il la dominait, facilement un mimétisme de muscle brut et d'agression. Ivy a dû tendre le cou pour le regarder, nu, cicatrisé et affamé. Il était toujours la chose la plus terrifiante qu'elle ait jamais vue. Il a fait un pas vers elle. Ivy a reculé contre le mur. Il s'est arrêté instantanément. Il a semblé réaliser sa propre présence imposante. Il a pris une profonde respiration, réduisant visiblement l'aura agressive qui se dégageait de lui par vagues. « Quel est ton nom, Oméga? » Il a demandé, sa voix profonde et résonnante vibrant à travers sa poitrine. « Ivy. Ivy Thorne. » Il a hoché la tête lentement. « Ivy Thorne, tu as fait quelque chose de très insensé et de très courageux. » Il a tendu une main. Ivy a pensé qu'il allait la frapper ou la saisir. Au lieu de cela, il a placé sa grande paume rugueuse doucement sur le dessus de sa tête. C'était un geste de possession, de protection. « Mon nom, » il a dit, sa voix tombant à un grondement bas qui promettait une rétribution au monde extérieur. « Est Callan Blackwood. » Les genoux d'Ivy ont finalement lâché et elle a glissé le long du mur.
Callan Blackwood, l'alpha des marcheurs d'ombre, le roi sans couronne de la pègre de la ville. L'homme qui avait disparu il y a 6 mois, présumé assassiné dans un coup d'État qui avait baigné les secteurs supérieurs de sang. Elle n'avait pas acheté un chien. Elle avait acheté un seigneur de guerre, et les gens qui avaient essayé de le tuer étaient toujours là. Lieu, le penthouse obsidienne, secteur 1. Temps, le lendemain matin, alors qu'Ivy essayait désespérément de trouver des vêtements qui iraient à un géant dans les friperies du secteur 4, une scène d'un genre différent se déroulait dans les hauteurs scintillantes du secteur 1. Victor Cahen se tenait regardant par les fenêtres du sol au plafond de son penthouse, faisant tourbillonner un verre de liquide ambré qui coûtait plus que ce qu'Ivy gagnerait dans une vie. Le secteur 1 était propre, lumineux et impitoyable. C'était là où l'élite alpha vivait, loin au-dessus de la crasse des bidonvilles Oméga. Victor était beau d'une manière acérée, prédatrice, cheveux blonds lissés en arrière, costume cher et des yeux qui étaient d'un bleu pâle glacial. Il était le nouvel Alpha Prime de la ville, un titre qu'il avait saisi il y a 6 mois, dans une nuit de feu et de trahison. « Es-tu sûr, Brandt? » Victor a demandé doucement, ne se détournant pas de la fenêtre. Derrière lui, Brandt, le chef du gang des Copperheads, était agenouillé sur le coûteux tapis personne. Son bras était dans une écharpe grossière, et son nez était scotché sur son visage, violet et enflé. Il sentait la peur et le whisky bon marché. « Je suis sûr, Alpha Cain. » Brandt a balbutié. « Je n'ai jamais vu un loup comme ça en bas dans les secteurs. Il était énorme, noir, comme une duchesse, et il avait des yeux dorés, monsieur, comme des pièces brûlantes. » La main de Victor s'est serrée autour de son verre, yeux dorés, la marque de la lignée Blackwood. « Et il portait une muselière, » Victor a demandé. « Ouais, faire. Ressemblait à de l'équipement militaire. Il l'a cassé, monsieur, l'a fracassé en plein dans mon visage. » Victor a fermé les yeux. Une veine pulsait dans sa tempe. Il y a 6 mois, il avait payé Grist une somme exorbitante pour disposer de Callan Blackwood. Il ne voulait pas Callan mort immédiatement. C'était trop facile. Il le voulait humilié, brisé, vendu comme combattant de fosse pour être déchiré par des loups inférieurs. Il voulait le grand Alpha Prime, réduit en viande. Grist avait juré que la drogue serrure d'argent garderait Callan piégé pour toujours. Il avait juré que la muselière était incassable. Grist est un menteur et un fou incompétent, Victor a murmuré. Il s'est détourné de la fenêtre, ses yeux pâles glaciales. Le loup ne t'a pas tué. Pourquoi? Brandt a dégluti difficilement. La fille, monsieur, la petite ordure Oméga. Elle lui a dit d'arrêter et il l'a fait, juste comme un chiot entraîné. Victor a marqué une pause. C'était intéressant. Callan Blackwood, l'alpha le plus dominant, incontrôlable d'une génération, prenant des ordres d'une Oméga des bidonvilles. Victor a marché jusqu'à son bureau et a appuyé sur un bouton de l'interphone. Envoyé le commandant Rorik. Quelques instants plus tard, un homme en équipement tactique noir est entré dans la pièce. C'était Rorik, chef de la garde de fer élite de Victor. « Grist est mort », Victor a dit calmement à Rorik. « Il ne le sait juste pas encore. Demandez à une équipe de le récupérer. Je veux savoir exactement où il a vendu l'actif il y a 6 mois. » « Oui, Alpha. » Et Rorik Victor a hoché la tête vers Brandt, qui était recroquevillé sur le sol. « Amenez cette ordure au secteur 4. Il va vous montrer exactement où est cet appartement en sous-sol. Je veux le loup, et je veux la fille qui pense qu'elle le possède. » Victor a souri, une expression glaçante et sans humour. Il semble que Callan Blackwood ait ressuscité des morts. Assurons-nous de le remettre dedans de manière permanente cette fois. Lieu, appartement au sous-sol d'Ivy. Temps de midi. Callan était assis sur le matelas d'Ivy portant une paire de pantalons de survêtement surdimensionnés et un T-shirt étiré qu'Ivy avait mendié à un voisin. Il semblait ridiculement petit sur lui, tirant aux épaules et aux cuisses. L'appartement semblait microscopique avec lui dedans. Il semblait occuper tout l'espace disponible.
Il avait passé la dernière heure juste assis, respirant, testant les membres qui n'avaient pas été les siens depuis 6 mois. Ivy était assise sur le sol le regardant à une distance sûre. Elle lui avait tout raconté, le marché, les pièces de cuivre, les mois passés à le nourrir de soupe à travers la grille de fer. Il a écouté en silence, son expression pierre et lisible. Quand elle a fini, il l'a regardée. Pourquoi? Il a demandé à nouveau. Pourquoi gaspiller 5 pièces sur un animal mourant quand tu étais affamé? Ivy a tiré sur un fil lâche de son jean. Je ne sais pas. Quand je t'ai vu dans cette canne, tu avais l'air si seul et en colère. Je suppose que je sais ce que ça fait d'être frappé quand tu es à terre. Callan a grogné. Il a tendu la main et a touché sa mâchoire, sentant la barbe épaisse. Tu n'as aucune idée de qui je suis, n'est-ce pas? Pas vraiment. Je connais les histoires, Ivy a dit doucement. Ils disent que tu dirigeais la ville. Ils disent que tu étais juste mais impitoyable. Et puis un jour, il y a eu des incendies dans le secteur 1. Et Victor Cain a déclaré que tu étais un traître qui s'était enfui. Victor Callan a craché le nom comme du poison. Mon second en commandement, mon frère. Il n'a pas juste pris mon territoire, Ivy. Il a drogué mon vin et m'a enchaîné comme un chien et m'a vendu au plus bas esclavagiste qu'il a pu trouver parce qu'il n'avait pas le courage de me tuer lui-même. La rage rayonnait de lui. Chauffant mes veilles. Il a mis cette muselière sur moi. Ce n'était pas juste du fer. C'était doublé d'aconie et d'argent. Chaque souffle était du feu. Il m'a coupé de mon loup, de mon pouvoir. J'étais piégé à l'intérieur de mon propre esprit, regardant à travers ce sac de jute incapable de bouger, incapable de parler. Il s'est penché en avant, ses yeux dorés se fixant sur les siens. Jusqu'à toi, tu as coupé le sac. Au moment où tu as fait ça, l'argent a arrêté de toucher ma peau. Le brouillard a commencé à se lever. Il a fallu 3 mois à mon corps pour combattre les drogues, mais tu m'as donné la fenêtre. Il a soudainement glissé du matelas sur le sol, se déplaçant avec la grâce d'un prédateur malgré sa raideur. Il s'est agenouillé devant elle. C'était une vue choquante, l'un des alphas les plus puissants existants, agenouillé devant une oméga sans le sou. Il a pris ses petites mains rugueuses dans ses mains massives. Tu as acheté un monstre pour 5 pièces, Ivy Thorne. Il a grogné doucement. Et maintenant ce monstre t'appartient. Je te dois une dette de vie. Par les vieilles lois de la meute, je suis à toi de commander jusqu'à ce que cette dette soit remboursée. Le cœur d'Ivy a battu contre ses côtes. Je ne veux pas te commander, Callan. Je veux juste que tu sois libre. La liberté est quelque chose que nous allons devoir prendre, il a dit, ses yeux s'assombrissant. Parce que Victor sait que je suis vivant maintenant. Ce chef de gang a couru directement vers lui. Ils viendront d'ici. Il s'est levé, la tirant avec lui comme si elle ne pesait rien. Nous devons courir maintenant. Comme sur commande, le son de lourdes bottes a résonné dans le couloir à l'extérieur de la porte du sous-sol. Beaucoup de bottes. Ouvrez. Une voix a rugi. Garde de fer par ordre d'Alpha Cain. Callan a regardé la porte en bois fragile, puis de nouveau Ivy. Un sourire lupin terrifiant s'est étendu sur son visage cicatrisé. « Reste derrière moi, petite fleur », il a dit, sa voix tombant dans le grognement d'Alpha qui avait terrifié le marché des mois auparavant. C'est l'heure pour le roi de se présenter à ses sujets. La porte a éclaté vers l'intérieur. Lieu. Les tunnels sous le secteur 4. Temps 13 heures. Immédiatement après la brèche. La porte de l'appartement ne s'est pas juste ouverte. Elle s'est désintégrée. Des éclats de bois se sont transformés en shrapnel alors que le garde de fer de tête, un bêta massif en armure tactique, a forcé son passage. Cible en vue, le garde a crié le vent d'un fusil tranquillisant. Laisse tomber le « il n'a jamais fini la phrase ». Callan Blackwood s'est déplacé avec une vitesse qui défiait la physique pour un homme qui avait été atrophié pendant des mois. Il n'avait pas encore sa forme de loup. Les drogues étaient encore en train de s'évacuer de son système
mais il avait les instincts de combat d'un chef de guerre. Kellen s'est lancé bas. Il n'a pas visé l'arme, il a visé les genoux. Un craquement écœurant a résonné dans la petite pièce alors que l'épaule de Kellen a percuté l'articulation du garde. L'homme a crié, s'écroulant. Kellen a arraché le fusil des mains de l'homme tombant, a pivoté sur son talon et a balancé la lourde crosse dans le visage du second garde entrant dans l'encadrement de la porte. Crac! Ivy! La fenêtre! Kellen a rugi, jetant le fusil cassé de côté. Ivy a été figé pendant une fraction de seconde. La violence était un flou de mouvement. 3 autres gardes se déversaient dans le couloir étroit. Rorik, le commandant, aboyait des ordres de l'arrière. Ne tuez pas l'alpha, Victor le veut vivant. Tuez la fille. Ce commandement a sorti Ivy de sa transe. Elle a saisi la seule arme qu'elle avait. La lourde muselière de fer cassé qui avait emprisonné Silas pendant des mois. Elle pesait près de 15 livres d'acier massif. Alors qu'un garde bondissait devant Kellen pour l'attraper, Ivy a balancé la muselière des 2 mains. Elle a heurté le casque du garde avec un tintement de cloche, le projetant de côté contre la plaque chauffante. « Bonne fille !» Kellen a grogné. Il a saisi le bras d'Ivy, la tirant derrière lui alors qu'il poussait le lourd matelas à la verticale, l'utilisant comme bouclier contre la grêle de fléchettes tranquillisantes frappant le tissu. Le siphon de sol, Kellen a commandé, dans la salle de bain. Il se connecte au vieux tunnel de tempête. Je peux sentir le flux d'air. Ils se sont précipités dans la salle de bain. Kellen ne s'est pas soucié des grandes vis. Il a accroché ses doigts dans le treillis de fer et l'a arraché du béton avec un rugissement d'effort. Veine bombée dans son cou. En dessous, un trou sombre et humide tombait dans l'obscurité. « Saute !» il a ordonné. « C'est trop sombre !» Ivy a crié. « Je te rattraperai. Saute !» Ivy a fermé les yeux et est tombée. Elle est tombée de 6 pieds, atterrissant dans de l'eau glacée profonde jusqu'aux chevilles. Une seconde plus tard, Kellen a atterri à côté d'elle avec une lourde éclaboussure. Au-dessus d'eux, des lampes de poche ont éclairé le trou et des coupes de feuilles ont ébréché le bord en béton. « Bouge !» Kellen a murmuré, sa voix résonnant dans le tunnel. Il a pris sa main et pendant l'heure suivante, ils ont couru. Kellen a navigué le labyrinthe noir absolu des égouts du secteur 4 par l'odeur et le son seul. Ivy a trébuché haletant pour l'air, ses poumons brûlants, mais la prise de Kellen n'a jamais faibli. Il était une encre dans l'obscurité. Ils se sont finalement effondrés dans une alcôve de maintenance sèche à des kilomètres de l'appartement sous le quartier industriel. Ivy s'est assise contre le mur de briques humide, tremblant violemment. Kellen arpentait le petit espace, ses yeux dorés brillant faiblement dans la pénombre. Il ressemblait à un tigre en cage vibrant d'adrénaline. Ils vont bloquer les secteurs, Kellen a dit, sa voix rude. Victor est terrifié. Il sait que si je survis les prochaines 24 heures, son règne est fini. Il a arrêté de faire les 100 pas et a regardé Ivy. Elle était couverte de boue d'égout, ses cheveux collés à son visage, ses chaussures bon marché ruinées. Elle avait l'air petite, fragile et complètement épuisée. Kellen est tombé à genoux devant elle. La colère a disparu de son visage remplacé par un regard d'adoration intense et douloureuse. Il a tendu la main et a essuyé une tache de saleté de sa joue avec son pouce. « Je t'ai traîné dans ça, » il a murmuré. « Tu m'as sauvé et je t'ai remboursé en détruisant ta maison et en te chassant comme un renard. » « J'ai choisi de t'acheter, » Kellen, Ivy a dit, sa voix tremblante mais ferme. « J'ai choisi de couper le sac. Je ne suis pas une victime ici. » Kellen l'a regardé fixement. « Sais-tu pourquoi je ne suis pas devenu fou? » Il a demandé doucement. « Dans le noir avec la muselière pendant 6 mois, je m'évanouissais. Le loup voulait mourir. Mais alors j'ai entendu ta voix au marché. Tu as dit « Je t'ai ». Il s'est penché, son front reposant contre le sien. Sa peau était brûlante. L'instinct oméga est de nourrir. Mais toi, Ivy, tu as le cœur d'une reine et mon loup le sait. Il a reculé légèrement,
ses yeux dorés cherchant les siens. Quand je retrouverai ma pleine force, quand la lune se lèvera demain, je vais reprendre ma ville. Et quand je le ferai, je ne régnerai pas seul. Je ne serai plus le monstre solitaire dans la cage. Le souffle d'Ivy s'est bloqué. Que dis-tu? Je dis, Kalin a grogné possessivement, que j'ai été vendu pour 5 pièces. C'est la dette et j'ai l'intention de la payer en te donnant le monde. Il s'est levé, la tirant sur ses pieds. Mais d'abord, nous avons besoin d'une armée. Où trouvons-nous une armée dans un égout? Ivy a demandé. Kalin a souri, un vrai sourire dangereux. Nous n'avons pas besoin d'une nouvelle armée. Nous avons besoin de l'ancienne. Ceux que Victor pensait avoir tués. Nous allons à la casse. Lieu, la tour d'obsidienne. Secteur 1. Date, la nuit de la lune de sang. Atmosphère électrique avec violence imminente. La tour d'obsidienne se tenait comme un éclat de verre noir perçant le cœur de la ville. C'était un monument à l'excès, une structure monolithique qui regardait les bidonvilles affamés du secteur 4 avec une froide indifférence. Ce soir, la pleine lune pendait au-dessus d'elle, gonflée et teintée d'une teinte rouge rouille, une lune de sang. Dans les anciens contes de loups, c'était un présage. Il signifiait la mort d'un faux roi et la montée d'un vrai. Victor Cain se tenait sur le vaste balcon de marbre de la suite penthouse 80 étages au-dessus du sol. Le vent fouettait son coûteux costume italien, mais il ne sentait pas le froid. Il sentait seulement le creux rongeant et glacial de la paranoïa dans son estomac. Il tenait une flûte en cristal de champagne vintage, mais sa main tremblait, envoyant des ondulations à travers le liquide doré. En dessous de lui, sur la vaste place en béton de la forteresse, 300 membres de la meute d'élite de la ville étaient rassemblés. C'étaient les sycophantes, les traîtres et les chicaniers ambitieux qui avaient vendu leur loyauté pour un goût de pouvoir. Victor a tapoté le support de microphone. Le vin de rétroaction a fait taire la foule murmurante en dessous. Frères, sœurs. La voix de Victor a résonné à travers les haut-parleurs haute fidélité résonnant sur les gratte-ciels environnants. Ce soir, nous nous tenons sous la lune de sang, non pas dans la peur, mais dans le triomphe. Les rumeurs que vous avez entendues, les murmures d'un fantôme dans les égouts sont des mensonges. Kalin Blackwood est mort. Il est mort d'une mort de chien dans la boue il y a 6 mois. Il a marqué une pause, scrutant les visages en dessous. Il avait besoin qu'il le croie. S'il le croyait, peut-être qu'il pourrait le croire, lui aussi. La créature courant à travers les tunnels n'est rien de plus qu'une bête féroce, Victor a menti, sa voix montant en tonalité. Un voyou qui a ensorcelé une mendiante. Ce soir, ma garde de fer les débusquera. Nous monterons sa tête sur ses portes et nous purifierons enfin cette ville de la tache Blackwood. La foule a applaudi, mais le son était faible, manquant le rugissement guttural de la vraie loyauté. Ils ont applaudi parce qu'ils avaient peur, et puis le sol a tremblé. Cela a commencé comme une vibration dans la plante de leurs pieds. Un battement rythmique qui a fait cliqueter le verre de champagne dans la main de Victor. L'eau de la fontaine ornementale sur la place a commencé à onduler. Boum, 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 ce n'était pas un tremblement de terre, c'était la marche synchronisée de machines lourdes. Victor a serré la balustrade du balcon, ses phalanges devenant blanches. Qu'est-ce que c'est? À l'extrémité de la place, les massives portes d'acier renforcées, conçues pour résister à l'assaut d'un char, ont gémi. Le métal a hurlé en protestant. Boum! Les portes se sont déformées vers l'intérieur. La foule en bas a crié et s'est précipitée en arrière. Boum! Avec un déchirement de métal final assourdissant, les portes ont été arrachées de leurs gonds et envoyées voler dans la cour. À travers le nuage de poussière et de fer tordu, une monstruosité a émergé. C'était un bulldozer du secteur industriel lourd, mais il avait été transformé en machine de guerre. Des tôles de ferraille avaient été soudées à ses côtés comme armure. La pelle avait été aiguisée en une rangée dentelée de dents d'acier, et derrière elle est venue l'armée. Ils ne ressemblaient pas aux loups polis et bien nourris du secteur 1. C'étaient les fantômes, des loups avec des oreilles manquantes,
des flancs cicatrisés et une fourrure émêlée. C'étaient les Omégas, les oubliés, les ouvrières des quais et des égouts. Ils portaient des pièces de biche, des chaînes et des lances improvisées. Il y en avait des centaines. Une marée des opprimés, déferlant sur la place. Perché au sommet du toit du bulldozer blindé, silhouetté contre la massive lune rouge, se tenaient deux figures. Callan Blackwood ressemblait à une divinité de vengeance sculptée dans l'ombre. Il avait jeté les haillons des égouts. Il portait un pantalon de combat tactique et de lourdes bottes, sa poitrine nue au vent glacial. Révélant la tapisserie de cicatrices qui racontait l'histoire de sa survie. Ses yeux dorés brûlaient d'une luminosité qui semblait rivaliser avec les projecteurs. À côté de lui se tenait Ivy, la fille aux 5 pièces. Elle portait un lourd trench coat en cuir qui était trop grand pour elle, serré à la taille. Dans sa main, elle ne tenait pas d'arme. Elle tenait un drapeau, une bande de tissu noir, l'ancienne bannière de la maison Blackwood qu'elle avait cousue elle-même dans les tunnels. Victor a figé, voir Callan était assez terrifiant. Mais voir la fille Omega se tenant à côté de lui, regardant non pas le sol, mais directement vers le penthouse, c'était pire. Cela défiait l'ordre naturel. Callan n'avait pas besoin de microphone. Il a rempli ses poumons et sa voix amplifiée par le pouvoir alpha a roulé sur la place comme le tonnerre. Victor Kane. Le nom a frappé le bâtiment comme un coup physique. Tu as volé mon siège. Callan a rugi. Tu as volé mon nom, mais tu n'as pas pu voler ma meute. Callan a pointé du doigt de la garde d'élite confuse et terrifiée sur la place. Reculez. Je suis ici pour l'usurpateur. Tout loup qui se dresse sur mon chemin saigne ce soir. Tout loup qui s'agenouille vit. C'était un pari, mais Callan connaissait les cœurs des loups. Il respectait la force et il méprisait la lâcheté. « Tuez-le !» Victor a hurlé depuis le balcon, son calme se brisant. « Tuez l'errant! Feu! Feu! » Le commandant de la garde de fer Auric a hésité. Il a regardé l'armée massive de travailleurs en colère, puis vers Callan. Mais la loyauté, ou peut-être la peur de la colère de Victor. Un sir, Auric a levé son fusil d'assaut. « Ouvrez le feu. » Les balles y ont ricoché sur l'armure de fortune du bulldozer. L'armée de la casse a rugi et a chargé. Le choc était assourdissant. Le son de l'acier sur l'acier, le bruit sourd humide de corps qui s'entrechoquent et les hurlements primaux de loups changeants. Callan n'a pas attendu. Il a regardé Ivy. « Reste avec le véhicule. » Il a commandé sa voix rauque avec le changement qui approchait. « Ne quitte pas l'armure. »« Va !» Ivy a crié par-dessus le vacarme de la bataille. Elle a saisi son visage pendant une fraction de seconde, ses petites mains contre sa mâchoire rugueuse. « Apporte-moi sa couronne. » Callan s'est retourné et a sauté. Il n'a pas sauté dans la foule. Il a sauté vers le bâtiment. Il a franchi 20 pieds d'air, percutant la face de verre et de béton pur de la tour d'obsidienne. Alors qu'il a frappé le mur, le changement l'a pris. C'était violent et instantané. Il y a eu un son comme un claquement de fouet alors que ses os se réorganisaient. Sa peau a ondulé et une fourrure noire de jet a explosé de ses pattes. En seconde, l'homme était parti. À sa place s'est accrochée une bête aux proportions cauchemardesques. Le loup de Minuit. Il était massif, facilement de la taille d'un ours grizzly avec des griffes aussi longues et acérées que des fossiles. Il a enfoncé ses griffes dans le béton, creusant de profonds trous pour trouver prise. Il a commencé à grimper. Victor a regardé avec horreur alors que la forme noire montait le mur vertical, défiant la gravité, se déplaçant avec la vitesse d'une araignée. Le verre s'est brisé alors que les griffes de Callan ont trouvé prise sur les cadres de fenêtres. Il venait droit vers le penthouse. « Arrêtez-le !» Victor a crié, reculant du bord du balcon. Il a fouillé dans sa veste et a sorti un lourd revolver fait sur mesure. Le barillet était chargé de balles à pointe creuse, trempées dans de l'argent liquide concentré. Callan a franchi la balustrade. Il n'a pas juste grimpé par-dessus. Il a sauté, atterrissant sur le sol en marbre du balcon, avec un lourd bruit sourd humide qui a fissuré la pierre.
Il s'est levé à toute sa hauteur, ses poils hérissés, une crête de fourrure noire dressée le long de sa colonne vertébrale. Son museau était tiré en arrière dans un grognement qui révélait des dents capables de cisailler à travers l'os. Mais ce furent les yeux qui ont figé l'âme de Victor. Or, fondu, or intelligent brûlant, retour. Victor a crié, visant l'arme. Bang! La balle en argent a frappé Callan à l'épaule gauche. La fumée a sifflé instantanément alors que l'argent brûlait dans la chair magique. Callan a tressailli, un grognement sourd grondant profondément dans sa poitrine. Mais il n'a pas arrêté. Il n'a même pas ralenti. Bang! Bang! 2 autres coups. Un a effleuré son oreille, un autre s'est incrusté dans sa fourrure de poitrine épaisse. La douleur devait être atroce comme des fers à marquer, mais l'adrénaline de Callan était une vague déferlante. Il a bondi. Victor a essayé de tirer un 4e coup, mais la patte de Callan, une chose massive lourde comme un marteau de forgeron, a balayé l'arme de sa main. L'arme a tournoyé sur le balcon et par-dessus le bord, chutant de 80 étages. Victor s'est précipité en arrière, s'écrasant contre une table en verre, la brisant. Il était acculé. Avec un gémissement désespéré, Victor a forcé sa propre transformation. Ses vêtements se sont déchirés alors qu'il se transformait en loup gris, mais la différence était pathétique. Victor était un loup civilisé, ramolli par des années de luxe et d'intrigue. Il était maigre, nerveux et terrifié. Comparé au behemoth endurci par la bataille, habitant les égouts, qu'était Callan, il ressemblait à un coyote face à un dragon. Victor a claqué ses mâchoires, essayant de bluffer, essayant de montrer sa dominance. Callan n'a pas pris la peine de claquer. Il a simplement ouvert ses mâchoires massives et a rugi. Un son si fort qu'il a fait vibrer les fenêtres en verre du penthouse jusqu'à ce qu'elles se fissurent en toile d'araignée. Alors Callan a frappé. Il a épinglé Victor au sol avec une patte, le poids écrasant le souffle du loup plus petit. Victor a glapi, grattant ses griffes inutilement contre le marbre. Callan a baissé sa tête. Ses mâchoires massives planaient au-dessus de la gorge exposée de Victor. L'artère corrodée pulsait sous la fourrure grise. Une morsure. C'était tout ce qu'il faudrait. Une morsure pour mettre fin au coup, pour mettre fin à la trahison, pour mettre fin à la misère des 6 derniers mois. La brume rouge de la lune de sang l'a incité à le faire. Tuez-le. L'instinct a murmuré. Déchire-le. Mais alors un son a coupé à travers la rage. Les portes de l'ascenseur du côté éloigné du penthouse ont tinté. Callan a figé ses dents effleurant la fourrure de Victor. Il a tourné sa tête massive. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes. 2 loups de la casse couverts de crasse et de sang sont sortis armes levées, et entre eux marchait Ivy. Elle avait l'air déplacée dans le penthouse opulent, avec ses bottes boueuses et son manteau bon marché. Pourtant, elle marchait avec plus de royauté que quiconque qui y avait jamais vécu. Elle a enjambé le verre brisé et les débris, marchant droit vers les 2 loups. Callan le regardait. Sa respiration était rauque, des bouffées de vapeur s'échappant de son nez. Ivy s'est arrêtée à 5 pieds. Elle a regardé Victor, qui gémissait pathétiquement sous la patte de Callan, sa queue complètement rentrée entre ses jambes. « C'est fait », Ivy a demandé doucement. Callan a reniflé. Il a regardé Victor, puis de nouveau Ivy. Il a déplacé son poids permettant à la transformation de le submerger en sens inverse. La fourrure s'est retirée. Les os ont claqué en arrière et Callan Blackwood se tenait nu et saignant, son pied toujours fermement posé sur le cou du loup gris. « Il est à toi », Callan a râpé, sa voix rugissement du rugissement. « Il a ordonné ta mort. Il a envoyé la garde de fer pour brûler notre maison. Par les lois de la meute, le droit de jugement revient à l'offensé. » Callan a regardé Ivy avec une dévotion intense. « Dis le mot, et je peindrai ce balcon avec lui. » Victor, sentant le discours humain, a changé en arrière aussi. Il gisait recroquevillé en boule fétale, nu et tremblant, pleurant ouvertement.
S'il te plaît, il a sangloté, s'accrochant à l'ourlet du manteau d'Ivy. S'il te plaît, je te donnerai n'importe quoi. Argent. J'ai des millions dans les comptes offshore. Je partirai. Je ne reviendrai jamais. Juste ne le laisse pas me tuer. Ivy a regardé l'homme qui l'avait appelé ordure au marché. L'homme qui représentait tout ce qui n'allait pas dans leur monde. L'avidité, la cruauté, la croyance que le pouvoir signifiait écraser les faibles. Elle pourrait le tuer. Ce serait facile. Ce serait justice. Mais alors elle a touché la poche de son manteau où 5 pièces de cuivre tintinent ensemble. Si nous le tuons, Ivy a dit, sa voix ferme et claire. Nous remplaçons juste un boucher par un autre. Callan était resté immobile. Il a incliné sa tête la regardant. Il t'a traité comme un animal, Ivy a continué, rencontrant le regard de Callan. Il t'a mis une muselière et t'a vendu pour de la ferraille. Si tu lui arraches la gorge maintenant, tu lui donnes raison. Tu prouves que tu es juste une bête. Elle a regardé Victor avec des yeux froids et perçants. Mais tu n'es pas une bête, Callan. Tu es un roi. Ivy s'est approchée de Victor, qui a tressailli. « Lève-toi !» elle a commandé. Victor s'est précipité à genoux, tremblant violemment. « Tu es exilé !» Ivy a prononcé, sa voix résonnant d'une étrange nouvelle autorité trouvée. « Tu seras dépouillé de ton nom, tu seras dépouillé de ta richesse, tu seras emmené aux terres désolées au-delà des murs de la ville, et tu y seras laissé. » Les yeux de Victor se sont écarquillés. Les terres désolées étaient un désert gelé. La survie y était presque impossible seule. La mort serait rapide, Ivy a murmuré se penchant pour que seul Victor puisse entendre. Mais là-bas dans le froid, tu auras longtemps pour penser à la fille Oméga dont tu t'es moqué. Tu te souviendras que tu as vendu un roi pour 5 pièces et ça t'a coûté tout. Elle s'est redressée et a regardé Callan. Laisse-le partir. Callan l'a regardé fixement pendant une longue, lourde seconde. Puis un sourire lent et fier s'est étendu sur son visage ensanglanté. Il a reculé, retirant son pied de Victor. « Sors-le de ma vue. » Callan a aboyé au loup de la case près de l'ascenseur avant que je ne change d'avis. Alors que Victor était traîné, pleurant et brisé, Callan s'est tourné vers Ivy. L'adrénaline s'estompait et les blessures des balles d'argent commençaient à saigner librement. Il a vacillé légèrement. Ivy était là instantanément, enroulant ses bras autour de sa taille pour le stabiliser. « Tu es blessé, » elle a dit, examinant les brûlures sur son épaule. « Je ne le sens pas, » Callan a murmuré, reposant son front contre le sien. « Je ne sens que toi. » Il l'a emmené au bord du balcon. En dessous, les combats avaient cessé. La place était silencieuse. Des milliers d'yeux ont levé les yeux vers la tour d'obsidienne, attendant un signe. Callan a pris la main d'Ivy et l'a levée haut dans l'air, silhouettée contre la massive lune de sang. « L'usurpateur est parti !» Callan a rugi à la ville. « Longue vie à la meute !» Un cri de joie a éclaté du sol qui a secoué les fondations même de la tour. C'était un son de libération. La neige d'hiver avait recouvert le secteur 4, transformant la saleté et la crasse en un paysage d'un blanc doux. Mais le secteur était différent maintenant. Il n'y avait plus d'enfants affamés dans les ruelles. Les fonds de Blackwood, autrefois thésaurisés dans la tour, coulaient maintenant dans les rues. Ivy était assise sur le rebord de la fenêtre de la chambre principale dans le domaine Blackwood restauré. C'était loin de l'appartement en sous-sol. La pièce était chaude, sentant le cèdre et le jasmin. Elle regardait le jardin en bas où un loup noir massif jouait dans la neige avec un groupe de chiots Oméga. Callan. Il courait avec eux doux malgré sa taille, les laissant l'affronter et lui mordiller les oreilles. Il n'était plus le monstre dans la cage. Il était entier. La porte de la chambre s'est ouverte et Callan est entré. Il avait changé en arrière et s'était habillé d'un simple pull en laine et d'un jean. Il avait l'air plus jeune, la dureté autour de ses yeux adoucie par des mois de paix. Il a marché vers Ivy et lui a tendu une petite boîte en velours noir. « Qu'est-ce que c'est ?» Ivy a demandé, souriante. « Ce n'est pas mon anniversaire. »« C'est l'anniversaire, » Callan a dit sérieusement. « De quoi »
La bataille était il y a 3 mois. Non, Kellen s'est assis à côté d'elle, prenant sa main. Il y a 6 mois aujourd'hui. C'était un mardi, pluie verglaçante. Tu as marché devant l'étal du boulanger et tu t'es arrêté à la cage de grist. Le souffle d'Ivy s'est bloqué. Elle se souvenait de l'odeur de la boue, du désespoir. Kellen a ouvert la boîte. À l'intérieur, reposant sur un lit de soie blanche, était un collier. Mais il n'y avait pas de diamant, pas de rubis. Enfilé sur une délicate chaîne d'or blanc étaient 5 simples pièces de cuivre cabossées. Elles étaient polies jusqu'à briller, mais elles portaient toujours les éraflures et les bosses de la monnaie utilisée par les pauvres. Je les ai gardées, Kellen a murmuré. Grist les avait dans sa poche quand nous l'avons trouvé. Je les ai reprises. Il a pris le collier et l'a attaché autour de son cou. Le métal froid reposait contre sa clavicule. Pourquoi? Ivy a demandé, des larmes lui piquant les yeux. Parce qu'elles sont la chose la plus précieuse dans ce royaume, Kellen a dit. Sa voix épaisse d'émotion. Il s'est penché en brossant une mèche de cheveux égarée de son visage. Tout le monde a vu un monstre. Tout le monde a vu de la viande de rebut. Tu as vu une âme. Il a embrassé son front, puis ses lèvres. Tu as payé 5 pièces pour moi. Ivy Thorne, il a murmuré contre sa bouche. Et je passerai le reste de ma vie à m'assurer que tu saches que c'était la meilleure affaire de l'histoire. Ivy a touché les pièces à sa gorge. Elle a regardé par la fenêtre le monde couvert de neige, un monde qu'ils avaient reconstruit ensemble. C'était, elle a murmuré, c'était vraiment. Dehors, les nuages se sont écartés et la lune a brillé, brillante, claire et pleine. Le cauchemar était fini. Le règne du roi aux 5 pièces et de sa reine Oméga venait de commencer. Et cela conclut la saga épique d'Ivy et Kellen. D'une cage boueuse dans les bidonvilles au trône de la ville, c'est une histoire qui prouve que le vrai pouvoir n'est pas à propos de griffes ou de crocs. C'est à propos du courage de sauver quelqu'un quand tout le monde détourne le regard. Si cette histoire a tiré sur tes cordes sensibles ou t'a donné des frissons, s'il te plaît, fais-moi une énorme faveur et frappe ce bouton j'aime. Ça aide à faire sortir ces histoires à plus de gens. Et si tu ne l'as pas déjà fait, abonne-toi et allume la cloche de notification.